le forfait de 2 € sur les transferts sanitaires en attendant la suite, le forfait de 18 € sur les actes hospitaliers lourds, le déremboursement sans aucune cohérence de très nombreux médicaments, parce que permettez-nous de penser que ou un médicament est utile ou il ne l'est pas, et qu'on peut à la rigueur imaginer qu'il y a un taux intermédiaire, mais que la prolifération des taux de remboursement non seulement rend illisible l'accès aux médicaments, mais incompréhensible les choix que vous faites. Donc des remboursements sans cohérence de nombreux médicaments, augmentation de la pénalisation pour non-respect du parcours de soins de 10 à 40 %. La liste est assez fastidieuse, j'en conviens, mais elle est strictement le reflet de votre politique. Et je vous rappellerai par ailleurs que le forfait journalier a augmenté de 71 % depuis 2003. Comment voulez-vous qu'un ménage modeste, qui n'a pas de couverture complémentaire ou dont la couverture complémentaire ne prend pas en charge l'intégralité du forfait hospitalier, du forfait journalier, comment voulez-vous qu'un ménage modeste puisse faire face à une facture de 540 €, c'est-à-dire un demi-SMIC après 30 jours d'hospitalisation? C'est évidemment une situation qui est tout à fait inacceptable, mais que pour autant vous poursuivez avec une constance tout à fait remarquable cette année encore, puisque le cru 2010-2011 n'est pas avare en coups de bâton pour les assurés. Augmentation de 91 à 120 € du seuil des actes hospitaliers donnant lieu à un forfait de 18 €. La perte du bénéfice du régime ALD pour les hypertendus, l'augmentation du ticket modérateur de 65 à 70 % pour une série de médicaments, ceux que l'on appelle les médicaments à vignette bleue, la hausse du ticket modérateur de 35 à 40 % pour certains dispositifs médicaux, l'instauration d'un forfait de prise en charge pour les dispositifs d'autocontrôle de la glycémie. N'en jetez plus. On se demande ce que va nous réserver l'année prochaine, c'est-à-dire que chaque année, on voit que progressivement, le champ de ce qui est remboursé se rétrécit et que ces déremboursements se multiplient alors même que la preuve de leur évidence, de leur réussite reste à faire. Il est absolument évident que depuis 2004, vous avez accumulé les déremboursements sans que cela change rien à l'évolution des dépenses de santé, sans que cela change rien au comportement des assurés ou au comportement des professionnels de santé. Ce qui veut dire que si maîtrise médicalisée il doit y avoir, et il doit y avoir maîtrise médicalisée, elle ne passe pas, absolument pas, par des déremboursements. Les déremboursements n'ont aucun effet sur l'évolution de la maîtrise des dépenses. En revanche, ils ont un effet extrêmement fort pour ce qui est de l'accès aux soins de nos concitoyens, et en particulier de nos concitoyens modestes, mais j'insiste, pas uniquement de nos concitoyens modestes. Vous en êtes arrivés à un point où ce sont les classes moyennes qui, aujourd'hui, sont amenées à s'interroger sur le coût des cotisations qu'elles payent et qui sont amenées à s'interroger sur l'intérêt pour elles du système de la sécurité sociale. Je ne m'étends pas, puisque Madame Clergeau l'a fait, mais au cru 2010-2011, vous avez rajouté quand même une spécialité particulièrement indigne, qui est la révision à la baisse des mesures de politique familiale et de certaines mesures de politique familiale qui ont gêné jusque dans vos rangs. Nous verrons comment se passe le débat en séance publique. Franchement, chercher à économiser quelques dizaines de millions d'euros sur le dos des familles qui bénéficient de l'APAGE ou de l'APL, alors qu'elles ont des revenus modestes, alors que pour la PAGE, on parle d'une allocation de l'ordre de 178 € à quelques centimes près. Franchement, on a le sentiment que vous en êtes vraiment réduit pour tenter de tenir le cap de votre politique. Vous en êtes vraiment réduit à multiplier les coups de bâton sur la tête de nos concitoyens les plus modestes. Ils font les poches, exactement, Monsieur Museau. Je crois que la formule est exacte. Et à côté de ça, la réforme structurelle de maîtrise médicalisée des dépenses est totalement absente. Des solutions sont possibles car, je l'ai dit et nous le répétons, des réformes structurelles sont nécessaires. Sur le plan du financement d'abord, votre attitude à l'égard des niches fiscales est particulièrement timorée. Nous réclamons depuis des années que l'ensemble des revenus participent à nos régimes sociaux.
Nous avons eu le débat pour les retraites, mais il vaut évidemment pour l'ensemble de la protection sociale. Vous avez accepté une mini-augmentation du forfait social, mais ce n'est pas suffisant. Et on ne comprend malheureusement que trop bien pourquoi vous voulez protéger les détenteurs de stock options ou les bénéficiaires de parachutes dorés ou autres bonus. Honnêtement, la raison pour laquelle vous acceptez d'augmenter le forfait social sans aller jusqu'à appliquer à ces revenus exactement les mêmes cotisations qu'aux revenus du travail est quelque chose qui, sur le plan de la stricte logique, n'a absolument aucun sens. Pour ce qui concerne l'annualisation de l'allègement Fillon, nous nous réjouissons que vous ayez finalement suivi la proposition formulée par la Cour des comptes d'annualiser son mode de calcul. L'année dernière, vous aviez rejeté comme irresponsable, c'était vous qui étiez à ce moment-là en charge, Monsieur le Ministre, vous aviez rejeté comme irresponsable notre amendement en ce sens. Et c'est au fond bon signe. C'est au fond bon signe. Ça veut dire que les propositions socialistes vont dans le sens de l'histoire. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, vous expliquiez que toucher à la fiscalité des stock options, c'était littéralement inenvisageable. Vous avez fini par accepter de mettre un forfait social sur les stock options. Donc je prends les paris. Nous finirons par avoir une fiscalité sociale, des prélèvements sociaux sur ces revenus qui soient cohérentes avec l'ensemble de cela. Mais cette année encore, vous vous êtes arrêté à mi-chemin, puisque vous n'avez retenu que la moitié des propositions de la Cour des comptes. Prendre en compte pour calculer cet allègement l'ensemble des éléments de rémunération soumis à la CSG rapporterait environ 2 milliards supplémentaires et ce serait logique, conforme à l'esprit même du dispositif d'allègement qui consiste à favoriser l'emploi des moins qualifiés. Et je voudrais dire au président de la Commission des affaires sociales qui dit au fond les politiques sociales sont parfois en contradiction avec les politiques dans l'emploi et l'exigence de la compétitivité de l'économie française, ce qui est évidemment une exigence que nous partageons tous. Mais les études sont multiples. Qui montre d'une part que notre politique sociale est un atout pour attirer des investissements étrangers. Et si nous sommes à côté d'un pays qui a un système totalement différent du nôtre, la Grande-Bretagne, le pays qui reçoit ou qui accueille le plus d'investissements étrangers en Europe, c'est bien qu'il y a un avantage comparatif à pouvoir faire bénéficier les salariés d'une école gratuite, d'un hôpital gratuit, etc., etc. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la compétitivité de l'économie française, elle ne repose pas uniquement sur la question du coût et des cotisations. Elle repose aussi sur la capacité à innover, sur la capacité à inventer, à avancer, à former les salariés. Et la vérité, c'est que quand on regarde ce qui se passe en France et en Allemagne, on a d'un côté un pays qui a saisi à bras-le-corps la question de l'innovation et de ce qu'on appelle un peu pompeusement l'économie de l'intelligence, et de l'autre un pays qui paraît un peu à bout de souffle, qui essaye de préserver les acquis des découvertes économiques et technologiques et n'est peut-être pas suffisamment à l'offensive sur le terrain de l'innovation technologique. Et on pourrait d'ailleurs en parler pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique qui, aujourd'hui, aurait aussi besoin de faire de nouvelles découvertes et de découvrir de nouvelles molécules. Alors, au-delà de la recherche de nouvelles recettes, il est temps d'engager également des réformes de structure. Et ne nous faites pas croire que vous avez vous-même engagé la maîtrise médicalisée. Il suffit de regarder les annexes du PLFSS consacrées au programme de qualité et d'excellence pour s'apercevoir que l'impact de la maîtrise médicalisée reste en réalité très limité. Et comme je l'ai dit, l'essentiel du redressement avant la crise tient à des augmentations de prélèvements et à une diminution des remboursements. Alors vous nous racontez une belle histoire, très belle histoire, qui est celle du redressement par la maîtrise médicalisée. On l'a entendu dans la bouche des rapporteurs, on l'a entendu dans votre bouche, Madame la Ministre. Cette histoire est belle, elle n'a qu'un inconvénient, c'est qu'elle est fausse. Et que, en réalité, les caisses se sont un peu remplies avec des déremboursements, mais que cela ne permet pas de donner une vision d'avenir sur le système de santé, vision d'avenir dont les Français ont besoin. Parce que nous avons collectivement à relever un certain nombre de défis. Défis des déserts médicaux que risque d'aggraver la diminution de 20% du nombre de médecins dans les 15 ans à venir. Défis des atteintes à la santé du fait des environnements de vie et d'abord des conditions de travail qui sont à la source des inégalités de santé.
Défi des maladies chroniques qui deviennent de plus en plus importantes, comme le cancer, le diabète, les maladies mentales ou cardiovasculaires, que nous savons aujourd'hui mieux prévenir, mieux dépister et soigner, mais qui nécessitent un suivi continu des patients que notre organisation ne sait pas toujours bien assurer. Pour faire face à ces défis, nous pensons qu'une réforme de l'organisation des soins est nécessaire et malheureusement la loi Hôpital Patients Santé Territoire n'a pas permis de répondre à ces exigences-là. Nous avons besoin d'améliorer tout à la fois la qualité des soins dispensés aux Français, les conditions d'exercice des professionnels et l'efficacité de nos dépenses. L'objectif, évidemment, c'est que les inégalités face à la santé soient réduites et que l'amélioration de la prévention soit effective. Or, contrairement aux idées reçues, pas partout, je veux dire, dans le pays, il reste beaucoup à faire. Seul un tiers, par exemple, des patients diabétiques reçoit des soins de prévention conformes aux bonnes pratiques. La moitié des femmes seulement de 50 à 75 ans, employées ou ouvrières, bénéficient du dépistage organisé du cancer du sein, dont on sait qu'il est extrêmement important et efficace. Les inégalités territoriales s'accentuent. Il y a 50% de médecins de plus en Île-de-France ou en Provence-Côte d'Azur qu'en Picardie ou en Normandie. La permanence des soins le soir ou le week-end n'est plus assurée, en tout cas plus partout. Les refus de soins demeurent. Les dépassements d'honoraires explosent. Vous n'avez que demander autour de vous. Les gens ne font que de vous parler de cela, du prix maintenant, du coût des consultations. L'hôpital subit cette désorganisation de la médecine de proximité. Depuis 1990, le nombre de visites aux urgences a doublé. C'est à la fois coûteux et inefficace. Et à l'inverse, l'hôpital ne fait pas suffisamment confiance aux professionnels de ville pour le suivi des patients après l'hospitalisation. Mais l'hôpital public est la première cible de votre politique, qui veut en aligner le fonctionnement sur celui d'une entreprise. Oui, vous levez les yeux au ciel, Madame la Ministre, comme vous le faites depuis des années, mais simplement regardez ce qui se passe autour de vous dans les hôpitaux. Les médecins n'en peuvent plus, les personnels soignants n'en peuvent plus. Mais non, c'est pas Madame Zola. Mais je voudrais vraiment que Zola soit totalement dépassée, vraiment dépassée. Mais franchement, est-ce que vous parlez? D'ailleurs, je ne ferai pas de commentaire sur Madame Zola, mais franchement, parce qu'il y en avait deux, mais franchement, est-ce que vous allez de temps en temps voir les médecins dans les hôpitaux publics, les professionnels de santé? Il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, la mémoire me trahit, l'hôpital Thonon en région parisienne a dû fermer son service des urgences et renvoyer tous les patients sur l'hôpital Saint-Antoine. À Rothschild, vous avez des bâtiments, c'est pas vrai, à Rothschild, vous avez des bâtiments qui sont flambant neufs, il n'y a personne pour mettre dedans. Alors on peut toujours dire qu'on ne touche pas au personnel, mais la vérité, c'est que vous avez fait de l'hôpital public votre cible et que si vous ne vous attelez pas à la rénovation, je vois que ça vous excite ça. Ça vous excite, hein, l'hôpital public, vous êtes content, allez-y, l'hôpital vous entend, les médecins vous entendent, les personnels soignants vous entendent, et ils savent qui défend l'hôpital public, et ils savent que la droite aujourd'hui veut mettre fin à tout ce qui permet un système de santé d'excellence. Alors évidemment, il n'y a pas que l'hôpital public et il faut aller au-delà, mais les professionnels de santé libéraux, madame, ne vous clament pas leur amour, leur passion, enfin pas à vous personnellement, pour le gouvernement. Ils vous expliquent qu'ils voudraient être pris en considération. La vérité, c'est que les jeunes médecins ne s'installent plus dans un certain nombre de territoires, ce qui est un problème, que le fixe, qui est censé alimenter les politiques innovantes, ne finance plus de projets innovants parce que vous en réduisez la portée, et les réalités locales montrent qu'il faut enfin changer de braquet, changer les modes de rémunération des professionnels, favoriser les délégations de compétences, impulser les pratiques de groupe, encourager les pratiques innovantes, mais tout cela, vous le renvoyez aux calendes grecques. Évidemment, ce n'est pas de cette manière-là que vous donnerez le sentiment aux Français que vous vous préoccupez de leur politique de santé. Et je conclus, Monsieur le Président. Il est temps de passer un nouveau contrat avec les professionnels de santé,
de donner confiance et de marquer sa confiance à l'hôpital public et de dire aux professionnels libéraux qu'ils ont toute leur place à jouer dans notre système de santé, mais de le faire avec exigence pour l'égalité d'accès aux soins, exigence pour la qualité de la santé de nos concitoyens, exigence pour l'avenir de notre système de protection sociale. C'est cela à quoi vous refusez de vous atteler et c'est cela que votre projet de loi de financement de la sécurité sociale abandonne manifestement.